Chers auditeurs, chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue à votre magazine Le Top Presse. Ni de l'opposition, ni du pouvoir. Franck Diongo ne revendique rien. Je n'ai pas participé aux élections, nous dit-il. Mais il soutient l'action du président Tshisekedi. Observe, il analyse aussi les grands dossiers nationaux. Selon ses propres dires, c'est mieux que de se concentrer ou de parler des hommes. Fin de citation. Alors nous allons pendant cette émission, avec notre invité, longuement parler avec lui de ces grands dossiers que sont la balkanisation, la nationalité des Banyamulenge, la dissolution du Parlement, la haute trahison et l'alternance. Ces dossiers qui peuvent, selon lui, entraver la progression du pays. Nous allons donc y accorder au moins la moitié de l'émission. Nous parlerons aussi de Franck Diongo, hier député, incarcéré jusqu'en mars 2019. Il a bénéficié de la grâce présidentielle. Il précise qu'il avait refusé auparavant de participer aux négociations de la Senko. Aujourd'hui, toujours acteur politique, Franck Diongo l'est. Sur le plan des principes, précise-t-il, il ne voudrait pas qu'on ne se consacrera pas au Congo. Il ne veut qu'on se consacre qu'à sa population. Franck Diongo, bonjour. Bonjour. Pour vous interroger, Élisée Odia, Congo Web Télévision, Thierry Kambundi et Eric Ambago de Top Congo FM. Peut-on dire que le Franck Diongo nouveau est arrivé? C'est à vous d'apprécier. C'est l'opinion qui a la capacité d'apprécier. Il est difficile de mettre un jugement des valeurs sur soi-même. Est-ce que vous vous sentez changé? Est-ce que vous vous sentez différent du Franck Diongo d'avant? C'est ce que je dis. Il vous appartient à vous, de l'opinion, surtout les médias, d'apprécier est-ce que c'est le même Franck Diongo ou c'est un autre Franck Diongo. Alors, les leçons à retirer de la prison? La leçon tirée de la prison, c'est la sagesse issue, bien entendu, de la persécution et de l'acharnement et la conviction de continuer à se battre pour l'intérêt général du pays. Le fait que j'ai sacrifié ma vie pour le pays en passant par plusieurs fois les arrestations, n'oubliez pas que je suis le seul Congolais qui a été arrêté par les 3 présidents, par les gardes républicaines, et tous ont perdu le pouvoir. Moi, les en prison, les uns sont morts. Donc, peut-être Dieu m'a donné une mission pour ce pays. J'ai le devoir de m'attacher au Congo. Monsieur Kabila, M. Mobutu m'a laissé en prison jusqu'au 17 mai 1997 au Kachanchi. Et Mobutu est parti, il a perdu le pouvoir, c'est l'Afrique qui m'a libéré. Monsieur Kabila le père, qu'on a relégué Papa Tshisekedi au village, moi j'étais à la comment on appelle ça, je l'aime, et transféré à l'année extérieure, et c'est monsieur Garreton qui m'a libéré, représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour les droits de l'homme. Monsieur Garreton, l'Argentin que vous connaissez. Et Mouzé Kabila a perdu le pouvoir, il est mort, et nous retrouvons maintenant avec le Joseph Kabila qui a gracié tout le monde. Il a refusé de me gracier et j'ai été arrêté. Il a perdu le pouvoir et c'est Félix Tshisekedi qui me libère. Donc, le seul Congolais qui a traversé les 3 présidents comme ça, arrêté par les gars des Républicains, c'est Franck Diongo. Pas parce que j'ai commis des infractions, c'est parce que je combats pour l'intérêt de la démocratie et pour l'intérêt du peuple congolais. Aujourd'hui, vous dites vous consacrer au grand dossier du Congo. Est-ce le fruit de toutes ces vicissitudes ou ces péripéties vécues? Après la mort de Tshisekedi le père, comme compagnon de Tshisekedi le père, j'ai la responsabilité de montrer aux Congolais la voie à suivre. Donc, je me désengage sur moi-même pour plus me plonger pour quelque chose qui pourra mener le pays de l'avant. Et j'ai le devoir d'amener à chaque cas ma modeste contribution pour montrer au Congolais la voie à suivre. Vous êtes l'héritier d'Étienne Tshisekedi. C'est l'éthique des responsabilités. 5 grands dossiers, balkanisation. Est-ce que vous croyez que le risque existe? En fait, la question de balkanisation, Christian,
demande une analyse attentive. Vous savez qu'en 2002, j'avais publié un article, un livre sur l'épistémologie de la crise congolaise. C'est-à-dire, lorsque vous analysez les différentes facettes de la crise congolaise, il y a une facette, la crise de décomposition de l'État et de la société. C'est que les sociologues appellent la balkanisation. Donc, et Lumumba avait annoncé depuis 60. Donc, une des facettes des crises congolaises, il y a la crise de la balkanisation, crise de décomposition de l'État et de la société. Elle vit dans cet angle. Il y a ça qu'on appelle la balkanisation de fait et la balkanisation de droit. Donc, les gens doivent analyser. La menace est une menace réelle. Mais aujourd'hui, à l'arrivée du nouveau président, la politique du nouveau président, tout le monde comprend que le président de la République a pris un engagement devant Dieu, devant les Congolais, lorsqu'il avait parlé à Londres, réaffirmant que aussi longtemps que je suis président, il n'y aura pas 1 mètre carré du Congo qui va partir. Donc, le Congo ne sera pas balkanisé. Ça, c'est la balkanisation de droit. Mais vous dites qu'il y a aussi la balkanisation de fait. Oui. Est-ce que sur ce point-là aussi, vous pensez qu'elle n'est pas possible? En fait, voilà comment il faut comprendre. Je vous ai dit ceci, que la première facette de la crise de décomposition de l'État et décomposition de la société, la deuxième facette, parce que vous donnez une réponse globale, la deuxième facette, c'est la facette géopolitique. Dans la facette géopolitique, vous allez voir au niveau de la région, il y a l'implication des militaires de pays voisins, des militaires des armées régulières de pays voisins qui sont impliqués dans la crise aussi. Ça, c'est la donne géopolitique. Dans la donne géostratégique, le fait que la guerre coûte $1 million chaque jour, les Congolais, les Africains ne sont pas à mesure de financer la guerre. Donc, les multinationales financent les groupes armés qui sont au Congo. Maintenant, nous entrons, parce que lorsqu'il y a un conflit, il y a des crises, vous avez les acteurs visibles et les acteurs invisibles. Donc, parce que lorsqu'il y a une crise, il y a un conflit. Alors, il y a les tireurs des ficelles. Alors, lorsque vous allez analyser sur le plan géostratégique, il y a les multinationales qui financent les groupes armés. Et les groupes armés, vous allez voir dans les carrés miniers, ce sont les militaires qui contrôlent les carrés miniers. Et là, vous avez la chaîne, le développement et la structure de la violence. Parce que la crise, en fait, congolaise aussi, c'est une crise à répétition. On appelle ça la crise cyclique. Ça s'arrête et ça s'éteint et ça revient. Alors, vu dans cet angle-là, la solution, en fait, sur la crise à l'Est, la crise du Congo, la crise de balkanisation, demande une solution globale, qui n'est pas seulement les gens qui prennent de la solution militaire. Quand nous rentrons dans les groupes armés, parce que je vous ai dit tantôt que le fait qu'il y a l'approche géostratégique, où vous avez les groupes armés qui sont là, financés par les multinationales, et on exploite les carrés miniers, et on surveille les carrés miniers, et par la mafia ou la fraude, les richesses sont en train d'être pillées du Congo. Cette donnée-là, il faut incorporer dans la recherche d'endiguer la menace de la balkanisation. Alors, il est vrai que par le passé, on avait parlé, jusqu'à aujourd'hui, on avait parlé qu'il y a eu les pays voisins qui ont agressé le Congo. Est-ce que cette menace d'agression continue officiellement ou est-ce que ça continue par les groupes armés interposés? Quand vous analysez comme chercheur les groupes armés qui sont à l'Est, qui opèrent à l'Est, vous avez quelle catégorie de groupes armés pour voir la menace de la balkanisation ou la situation de la population? Premier élément qu'il faut incorporer, vous avez les groupes armés formés par le pays voisin. Le pays voisin pour attaquer les autres pays voisins. Et ils opèrent à partir du Congo comme base arrière. Donc, première catégorie, les groupes armés formés par le pays voisin. Deuxième cas, donc les fausses oppositions.
Et l'essentiel, c'est le pillage des ressources naturelles, des richesses naturelles. Deuxième groupe des groupes armés, deuxième catégorie des groupes armés. Vous avez, bien entendu, les vraies oppositions aux pays voisins qui trouvent leur base arrière en RDC. Troisième catégorie des groupes armés, ce sont les groupes armés construits ou organisés par les politiciens et les militaires du Congo, les Congolais. Donc, contre l'intérêt du pays, pour faire les fonds du commerce. Il y a une catégorie de ces groupes armés, donc il y a des politiciens qui ont des groupes armés, il y a des généraux qui ont des groupes armés qui opèrent pour piller les richesses naturelles en intelligence avec les autres pays. Vous avez également les groupes armés, les nationaux, qui défendent leurs terres. Il y a cette catégorie également des groupes armés qui défendent, mais qui sont en minorité. Ils représentent par rapport à la structure 25%. Donc les 75% sont des groupes armés autres que les groupes nationaux. De sorte qu'aujourd'hui, la situation est tellement complexe que pour trouver une solution durable, on ne peut pas avoir la solution durable, une solution unique pour la crise de balkanisation ou la crise de l'Est, comme solution militaire n'est pas la solution définitive et unique. La solution est commerciale. Non, l'intégration régionale. C'est une des parties. L'intégration régionale est une partie de la solution parce qu'en fait, la solution est à la fois diplomatique, politique, géostratégique, même géoéconomique. Vous comprenez? Donc, et militaire aussi, parce qu'il y a la donne militaire qu'il faut incorporer aussi. Mais la solution militaire n'est pas la solution unique. Eric Ambago, Top Congo FM. Franck Diongo, à qui profiterait la balkanisation du Congo? Aujourd'hui, quand vous analysez le développement de la violence par rapport aux atrocités perpétrées par les groupes armés, ça affaiblit d'abord l'État congolais. Ça démontre, ça amène le déplacement des milliers de populations. Il est vrai qu'au niveau de à qui profite la guerre à l'Est, c'est le pays voisin qui bénéficie de résultats de minerais issus de la guerre. Derrière les groupes armés et les multinationales. Mais je vous ai démontré la facette sur le plan géopolitique et sur le plan géostratégique. Vous avez compris que le multinational profite de minerais issus de groupes armés. Vous comprenez? Mais aujourd'hui, j'ai une position comme chercheur sur la question congolaise, contraire par exemple, quand je prends certains politiciens qui ont dit par exemple, il faut ramener la guerre jusqu'au Rwanda, il faut attaquer militairement le Rwanda. C'est purement excusez-moi, c'est purement ne pas connaître la nature de la crise congolaise. Donc la solution de l'ex-président Kabila était la meilleure. 3 solutions politiques, diplomatiques et militaires. Je ne pense pas que le président du PPRD, l'ancien président, M. Kabila, qui a été président pendant 18 ans, mais qui n'a pas donné de résultats que l'actuel président a obtenu. Donc, je ne pense pas qu'il a été à la hauteur de la question. Quel résultat le président actuel a obtenu? Mais jusque-là, les différentes victoires qu'on a, on ne les a pas eues. On a eu des victoires contre le M23 pendant la guerre de 2012-2013. Pendant 18 ans, vous savez, pendant 18 ans, M. Kabila a été incapable de sécuriser l'Est, de gagner la guerre de l'Est définitivement. Je vous ai dit que la guerre de l'Est, c'est une guerre cyclique, ça semble s'éteindre et ça revient. Donc, M. Kabila a échoué. Donc, pour la guerre de l'Est, il y a l'échec d'un homme et de sa politique, c'est l'échec de M. Kabila. C'est lui qui a attisé le feu, le président Kabila. Il était de mèche avec ceux qui... Je ne suis pas venu parler des hommes, excusez-moi. C'est un problème des valeurs et des principes. Aujourd'hui, M. Kabila n'est pas dans les actions. Est-ce que ça vaut la peine de centrer les débats sur M. Kabila? C'est vous qui avez démarré avec les individus en disant que c'est avec le régime actuel que les choses évoluent. C'est vous, M. Je n'ai pas cité les noms d'un homme. Mais vous savez que c'est le leadership, c'est Félix Tshisekedi qui dirige. Revenons sur les valeurs et les principes, c'est-à-dire actuellement...
la guerre ne profite pas au Congo, mais je ne partage pas l'opinion de telle que certains politiciens pensent qu'il faut opposer à une guerre clandestine une guerre ouverte. Pour ceux qui ont étudié l'art de la guerre, vous avez la guerre ouverte, vous avez la guerre clandestine, vous avez la guerre numérique, vous avez toute la nature des guerres. Vous avez alors une guerre clandestine, le Rwanda ne nous a pas déclaré la guerre ouverte. Maintenant, là, à part la période de l'agression des 96 et l'agression avec les RCD, aujourd'hui, là, il n'y a pas une guerre ouverte où le Rwanda, l'Ouganda, le Burundi nous dégagent une guerre ouverte. Et là, il a parlé de l'intégration régionale. Je crois que sur le plan diplomatique, il faut saluer la politique qui consiste à chercher une voie d'une intégration régionale. La réactivation de la CPGL, par exemple. Non, moi, je ne m'appartiens pas de définir la politique. Vous savez que la politique étrangère, c'est le gouvernement qui définit, avec le président qui définit la politique étrangère. Donc, pour moi, je pense que la ligne qu'il faut noter, c'est la ligne de tenir compte une évaluation par le passé, par rapport aux préjudices que le Congo a connus par le pays voisin et tourner la page du passé pour voir quelle est l'approche, de la réconciliation au niveau de la région. L'approche de la réconciliation au niveau de la région, parce qu'il n'y a pas de réconciliation sans réparation. Thierry Kamboudi, Top Congo FM. Monsieur Franck Diongo, sur ce point concernant la balkanisation, je vais revenir sur certaines phrases que vous avez citées ici. Les multinationales et les pays voisins financent les conflits au Congo et ils en profitent. Et vous dites en même temps qu'il faut privilégier quelques options que vous avez évoquées. Aussi, ne pas opposer à une guerre clandestine une guerre ouverte. Alors, je voudrais d'abord commencer par l'option qu'il faut privilégier. Parce que vous semblez ne pas être d'accord avec l'option de la guerre ouverte que le président de la République oppose aux conflits armés. Quelle est l'option qu'il faut privilégier aujourd'hui pour mettre fin de manière définitive à la guerre à l'Est? Non, vous avez mal compris. Je vous ai dit que la solution, il n'y a pas une solution unique pour la crise à l'Est. On ne peut pas dire que si on fait la guerre seulement, il y a la solution. Et ça, ce n'est pas le président ma position, ce n'est pas contre la position du président de la République. Le président de la République fait une guerre aux groupes armés pour restaurer l'autorité de l'État. Je ne m'oppose pas à ça. Je m'oppose, par exemple, concrètement, il y a un des acteurs politiques qui a dit qu'il faut attaquer le Rwanda militairement. Ce n'est pas le président de la République qui avait dit ça. Mais quelle est l'option privilégiée? C'est ça ma question. Lecture, le fait d'attaquer les groupes armés, parce qu'en fait, il faut neutraliser les groupes armés, donc l'apport militaire est nécessaire. Est-ce que en neutralisant les groupes armés, par exemple aujourd'hui, on récupère tous les territoires, est-ce que c'est durable? Est-ce que c'est définitif? C'est pourquoi il faut incorporer toutes les facettes. Donc la solution est à la fois diplomatique, politique, militaire et même judiciaire. Parce qu'en fait, il y a la solution même judiciaire aussi. Parce qu'il y a l'impunité développe la structure de la violence. Alors, lorsqu'il y a, par exemple, j'ai demandé au message que j'ai donné le 30 décembre de 2019 au peuple congolais, le message de vœux, j'avais demandé qu'il y ait une recommandation que j'ai faite au président de la République pour demander que les Nations Unies créer un tribunal international sur le Congo au regard des atrocités que le Congo a connues. J'ai même demandé la création d'une commission d'enquête internationale pour qu'on établisse les responsabilités de ceux qui ont commis des actes. Prenons un acte, s'il vous plaît. Le président de ADF Nalo, qui a été arrêté en 2016, on est en train de le juger en Ouganda. Pourquoi le régime de M. Kabila n'avait pas demandé l'extradition? Parce qu'il avait 6 passeports, y compris les passeports congolais. Pourquoi on n'a pas créé une commission rogatoire pour aller l'auditionner? Comment il a eu les passeports congolais? Comment ils étaient alimentés? Comment ils étaient soutenus? Mais il n'y a pas d'intérêt là-dessus.
Et nous demandons à l'actuel président de créer un intérêt pour aller prendre des informations auprès du numéro 1 d'Adef Nalou qui est arrêté, qui a été extradé, je crois, de la Tanzanie en Ouganda. Il est en train de comparaître. Donc là, tu comprends l'implication de l'approche judiciaire. D'accord. Donc l'approche judiciaire va établir la responsabilité et mettre un terme à l'impunité. Parlant de l'option judiciaire, le régime de Kinshasa, le régime actuel, a reculé face à l'Ouganda. Alors que l'Ouganda, qui a tué des Congolais, nous devait plus d'$1 milliard d'indemnité. Kinshasa a demandé de postposer le processus. Vous êtes d'accord avec ça, avec cette décision du régime de Félix Tshisekedi? Pourquoi vous voulez déplacer les débats et maintenir ne pas amener des questions de C'est une question qui part de votre affirmation. Vous parlez de l'option judiciaire. Je vous pose la question sur l'actualité. Avant que le président Félix Tshisekedi n'aille en Ouganda, vous savez, vous avez lu le communiqué qui demandait que l'on puisse reculer un tout petit peu par rapport au processus qui était déjà très avancé. De toute façon, je n'ai pas le détail sur les dossiers. Je suis un chercheur, je ne peux pas les détails sur les dossiers. À ce que je sache, privilégier les relations des bons voisinages, la diplomatie d'intégration régionale pour avoir une réconciliation dans la région, je vais être une politique stable. Parce qu'en fait, sur le plan du concept, la réconciliation est le ciment d'une société. La réconciliation crée la cohésion. Parce qu'en fait, la réconciliation crée la cohérence. Sans cohérence, il n'y aura pas de cohésion. Vous pensez Mais aujourd'hui, je ne vois pas un fils Tshisekedi renoncer aux droits des Congolais à l'intérêt du Congo pour brader l'intérêt du Congo. En tout cas, il a reculé. Et les faits sont... Non, le recul, c'est-à-dire que la suspension, le recul n'est pas le rejet ou la sous-pression ou l'annulation. Est-ce que vous avez un acte signé où il dit le Congo renonce à ses droits par rapport au président de l'Ouganda? Mais alors, en politique, il y a des tactiques et des stratégies. Moi, je n'ai pas les détails, mais je ne vois pas un fils Tshisekedi renoncer aux droits des Congolais qui ont gagné un procès contre l'Ouganda. Je reviens à l'une des options ou la démarche est de voir une politique de réintégration régionale, de la réconciliation de la région, parce que l'Amérique, quand vous prenez l'Allemagne et la France, ils se sont battus. Aujourd'hui, les deux plus grands alliés en Europe, c'est l'Allemagne et la France. Donc, nous n'allons pas rester dans le passé. Ce qu'il faudrait, c'est qu'en tournant la page du passé, qu'est-ce que le Congo gagne par rapport aux atrocités, à ce qu'on a perdu hier. Mais moi, je ne suis pas de ceux-là qui pensent qu'il faut garder l'inimitié entre le Congo et le Rwanda, l'inimitié entre le Congo et le Burundi et l'Ouganda. Je ne pense pas, et ce n'est pas une option que les MLP, que mon parti, que moi-même, que je peux soutenir. Je vais prendre un exemple simple. Votre voisin profite de votre faiblesse pour tirer certains intérêts de chez vous, de votre parcelle et des vôtres. Vous privilégiez le dialogue alors que vous savez pertinemment bien qu'il est de mauvaise foi. Est-ce que vous pensez l'intégration régionale dans ce contexte possible quand on sait tous que c'est le Rwanda, et vous venez de l'affirmer, le Rwanda, l'Ouganda, le Burundi, tous ces pays voisins qui financent, qui alimentent, qui forment ces groupes armés qui viennent déstabiliser l'Est de la RDC? Non. Moi, je vous ai dit ceci, que dans l'approche géopolitique, il y a la présence de militaires des armées régulières qui sont dans notre pays. Et vous avez également les militaires qui financent. Dans la catégorie d'une étude approfondie, est-ce que vous ne savez pas que la guerre ouverte, c'est qu'on peut gagner par la force, on peut gagner par la diplomatie, pas des négociations? Parce qu'en psychologie des négociations, on ne peut négocier avec quelqu'un que si on ne peut ni l'écraser ni le contourner. Aujourd'hui, le Congo est le plus grand de la région à cause de sa richesse.
tout le pays voisin, lorsqu'ils trouvent un président et bon interlocuteur, sincère et sérieux, ils ont le devoir et l'obligation de négocier sincèrement avec la RDC. Est-ce que vous pensez nos voisins... Je ne peux pas tester la sincérité des pays voisins, mais moi, je crois à une politique de réconciliation des États qui ont été à conflit. À travers le monde, ça existe. J'ai donné l'exemple de la France et de l'Allemagne. L'Allemagne a occupé la France. L'Allemagne a occupé la France. Ils ont résolu les problèmes, ils se sont réconciliés. Ils ont aujourd'hui le mariage le plus important pour faire le poids de l'Europe, c'est l'Allemagne et la France. Élisée Odia. Donc le Congo peut se réconcilier avec tous les pays voisins et j'encourage la politique de réconciliation tout en reconnaissant que le Congo doit bénéficier sur ce droit par rapport aux préjudices causés par les pays voisins. Élisée Odia, Congo Web Il n'y a pas de Télévision. réconciliation sans justice, sans réparation des fautes commises. Tout à l'heure, vous avez parlé des ADF. J'étais en train de lire la résolution 2502 du 19 décembre dernier du Conseil de sécurité des Nations Unies avec le groupe d'experts. Il n'est nullement question de ZADF dans cette résolution. On n'en parle même pas. Ça se dire, mais à quoi ça rime tous ces gens qui passent en longueur de journée de nous dire s'il y a guerre à l'Est, s'il y a tuerie, c'est la faute aux ZADF. Alors que quand les experts des Nations Unies donnent leur rapport au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies, ils ne font aucunement rapport aux ADF. Mais quelle est la question? Je vous ai dit ceci, je vous ai défini, Élisée Odia, les différentes facettes de la crise. Si je prends la version officielle de l'État congolais, moi, dans mon analyse, je n'ai pas cité un seul groupe armé. Je vous ai donné les catégories des différents groupes armés. Vous faisiez allusion aux ADF tout à l'heure. Je vous ai défini, je suis très attentif à ce que j'ai dit, je vous ai défini les différents groupes armés et leurs catégories. Je vous ai même dit que les groupes armés nationaux qui défendent les Congo et leurs terres ne sont qu'à 25%. Et les 75% autres, c'est les différents groupes armés. Dans la version officielle de l'État congolais, depuis l'ancien président, on nous brandissait des ADF Nalu. Après ADF Nalu, on nous brandit des terroristes islamistes. En fait, ça se déplace. Il faut que tu notes que lorsque l'État congolais, depuis l'ancien président, M. Kabila, parlait des ADF Nalu, ça sort que je dis, bon, si ce ADF Nalu est là, mais on a arrêté le chef d'ADF Nalu. Pourquoi l'État congolais n'a pas d'intérêt? Donc tu me donnes raison. Pourquoi l'État congolais n'a pas d'intérêt? Parce que le numéro 1 d'ADF Nalu, on l'a arrêté avec 6 passeports, y compris un passeport congolais. En fait, tu me donnes raison dans ta question. C'est-à-dire, je remets en cause la version de dire que c'est ADF Nalu qui est le seul groupe qui fait les troubles à l'Est. Actuellement, donc, on ne peut même pas identifier ceux qui sèment le désordre, le trouble. Donc, vous savez, parce que selon les versions officielles ou la version officielle, c'était les ADF. La communauté internationale ne parle pas des ADF. Aujourd'hui, on peut dire qu'on ne sait pas avec qui on combat. Non, c'est ça la guerre. En fait, la guerre, ce que je vous dis, c'est une guerre clandestine. À la guerre clandestine, on ne donne pas une réplique ouverte. Il faut aller également dans la nature de la guerre, à la nature de la guerre. Mais aujourd'hui, s'ils sont localisés, que tel groupe est là-bas, c'est normal que nos militaires les attaquent. Mais aujourd'hui, je ne suis pas convaincu qu'il n'y a qu'un seul groupe qui opère à l'Est, ADF Nalu. C'est vrai, je vais vous donner toutes les catégories des groupes. Donc, la version d'un seul groupe ADF Nalu, c'est pas vrai. Revenons à ça, c'est comme chercher, c'est pas vrai. Il y a plusieurs groupes armés, y compris les Congolais ont leurs propres groupes et ils sont au pouvoir et au gouvernement. Revenons à la balkanisation. Et même le président de la République avait dénoncé cela. Certains pensent qu'on y est déjà. La balkanisation, elle est effective en République démocratique du Congo. D'autres avancent des chiffres. On serait déjà à 75% d'un pays balkanisé. Non, le Congo ne sera pas balkanisé. Tu sais, il y a un problème. Le Congo est déjà balkanisé ou pas? Le Congo n'est pas balkanisé, ne sera pas balkanisé. Mais la menace de la balkanisation est là. En fait, je suis contre la politique Élisée Odia du bouc émissaire.
la politique des boucs émissaires, nous échouons pas l'effet des autres. Moi, je suis un Congolais qui doit dire aux Congolais l'éthique de responsabilité, l'air est à l'action et à la responsabilité. Ne jetons pas la pierre à Kabila non plus. Parce que ça ne marche pas, voilà ce que moi je peux faire comme patriote pour que ça marche. C'est cela l'éthique morale des responsabilités. Chacun de nous doit faire quelque chose pour que le Congo marche. Lumumba a annoncé la balkanisation à 60. La menace est là. Mais aujourd'hui, je ne vois pas. Imaginez-vous pendant la période de 1+4, pardon, avant 1+4, quand on est parti à Sun City, le Congo était divisé en 4 parties. Ça n'a pas été balkanisé parce qu'il y a la volonté des Congolais qui ne veulent pas de la balkanisation. Même si vous ne voulez pas qu'on le cite de Kabila quand même, qui a il y a réussi. La volonté des Congolais. Il a quand même réussi à bien faire certaines choses. Non, mais Kabila a été vaincu par la guerre. S'il n'avait pas négocié, il perdait, il serait capturé. Donc il ne faut pas aller là-bas. Je ne veux pas qu'on revienne sur les individus. Bon, on rappelle l'histoire, il ne faut pas non plus fausser l'histoire. On rappelle l'histoire. M. Kabila n'était pas celui qui a amené la paix dans le pays. C'est parce qu'il était en position de faiblesse. Donc il faut pas concentrer il faut laisser M. Kabila tranquille. Il ne faut pas concentrer le débat sur lui. Il n'est pas aux affaires. Il n'est pas président en fonction. Il n'y a pas des présidents. Il n'y a qu'un seul président, c'est lui Tshisekedi. Donc il faut éviter de faire amener le sénateur à vie, laisser les sénateurs à vie, qui ne sera plus jamais candidat président dans toute sa vie. Il faut les laisser calmes. J'avais pas fini, j'ai quelques questions. On dit la balkanisation, elle n'est pas encore effective. Certains estiment d'ailleurs que la balkanisation, vous avez cité plusieurs sortes de balkanisation, il faudrait géostratégique et tout, mais certains pensent qu'on est en pleine balkanisation économique parce qu'il y a certaines parties de l'Est du pays qui ne dépendent même plus de Kinshasa, qui n'utilisent même pas notre monnaie. Il y a le hub qui se fait. Donc, peut-être que la balkanisation géostratégique, on ne l'est pas, mais économique, non, ce type de balkanisation, on n'y est pas encore. Il y a là une erreur de perception et de vous-même et des autres. Parce qu'en fait, quand vous analysez, quand vous faites une étude sur ce qu'on appelle le géoespace, c'est la nature géoespace. Quand vous analysez sur géoespace, c'est-à-dire que le fait que les routes n'existent plus, il n'y a pas de communication entre nos villes et ils subissent l'influence des pays voisins où il y a des communications à travers les routes. C'est une étude de géoespace. Ça n'a rien à voir avec la balkanisation. Donc la population va vendre là où c'est plus facile d'aller vendre parce qu'il y a des routes. Donc c'est comme ça qu'il faut mettre en valeur le pays, construire des routes pour la communication entre nos villes. Ça n'a rien à voir avec la balkanisation. C'est un problème d'ignorance, de mal étudier on peut vaincre la balkanisation par un leadership fort et par une organisation interne assez efficace. Ce n'est pas ça. Aujourd'hui, on a un nouveau président qui a une politique qui empêchera la balkanisation, Bon, les premiers résultats militaires ont montré qu'il a gagné jusque-là. Ont montré. Alors sur le plan, bien entendu, de l'influence sur le plan commercial des pays voisins, c'est l'absence des infrastructures qui peuvent faciliter la communication entre nos villes et nos villages. Même à Kinshasa, les praticabilités de nos routes, de nos voies et sur le plan des fleuves et de rivières, et même la voie des chemins de fer, fait en sorte que les villages ou les villes qui sont dans les parages, dans les frontières, subissent l'influence des pays voisins. C'est normal. Donc, quand tu prends la monnaie, par exemple, les pays qui sont, nous ici à Kinshasa, ce n'est pas Christian qui est un vrai Kinois qui va s'opposer. Nous ici à Kinshasa, on prenait le franc congolais. Il n'y avait pas de les francs CFA. Il n'y avait pas de dollars dans les années 80-82. Il y a eu plus l'influence des francs CFA ici. Vous allez dire que quand les Congolais utilisaient les francs CFA, le Kinshasa est balkanisé parce qu'il subit l'influence du Congo-Brazzaville. Ça, c'est une raie d'appréciation qu'il faut balayer. Donc, on aurait bien compris que la balkanisation, on en parle, mais la balkanisation n'est pas d'actualité. Okay. Il faudrait peut-être qu'on aille... Il n'y a aucun projet. En fait, il n'y a aucun projet au niveau international. On a fouillé au niveau des Nations Unies. Il n'y a pas de projet. Il y a une volonté d'une menace pour piller leurs richesses, mais le Congo ne sera pas balkanisé. Les Congolais doivent combattre l'idée de la balkanisation. Aucun projet donc, il n'y aura pas le Sud-Soudan au Congo. Non. Les dossiers sont au nombre de 5. On a déjà une demi-heure d'émission, donc il faudrait qu'on aille beaucoup plus rapidement. Okay. La nationalité des Banyamulenge sont-ils ou non congolais?
Ça aussi, c'est une grande confusion. Vous, Christian, vous avez été avec nous à Sun City. Les Banyamulenge sont des Congolais. Quand est-ce qu'ils sont devenus les Congolais? Je suis à l'Internet, on diabolise le président de la République d'avoir accordé la nationalité congolaise aux Banyamulenge. Vous étiez avec nous en Afrique du Sud 2002-2003. Christian Lusakun a été témoin de ce que j'ai dit. Les résolutions du dialogue intercongolais, il y a une résolution qui avait défini la nationalité congolaise. On a dit que la nationalité congolaise, c'est tous les groupes ethniques et les clans et tous ceux qui ont vécu au Congo avant 90 sont des Congolais. Pas seulement des Congolais, mais des Congolais d'origine. Oui, mais certains disent que les Banyamulenge ne figuraient pas dans la liste de ces tribus. Laisse-moi terminer. Alors, ces documents-là ont été signés par moi, Frank Diongo. J'ai signé au niveau de la composante du gouvernement. Vital a signé, Vital Kamerhe a signé. La composante MLC, Jean-Pierre Bemba, et avec l'autre qui était là, Olivier Kamitatou, donc la signature de Jean-Pierre Bemba, soit direct ou à travers Olivier Kamitatou. Donc Bemba a accepté cet engagement-là. Pour Tshisekedi, les pères qui avaient signé, c'est Eva Bazaïba et Moubake, ils ont signé. Donc ces résolutions ont été acceptées. C'est ce qui a fait que lorsqu'on vient dans 1+4, parce qu'il faut voir ici l'histoire des Banyamulenge en fait. La haine contre les Banyamulenge, ça dessert le Congo. Parce qu'on voudrait que les Congolais rejettent les Banyamulenge, qui sont des Congolais d'origine rwandaise, entre eux ils parlent les Kinyarwanda. Rwandophones, on dirait. Ce sont des rwandophones. Oui. De sorte que les Nations Unies, Élisée Odia, prennent une résolution pour dire non, les Rwandais le rejettent, les Congos le rejettent, par contre ils sont des apatrides, coupant une partie du Congo, on leur donne. C'est un discours qui dessert le pays, pour les non-initiés. C'est un discours qui dessert le pays. Si le président Félix avait dit que les Banyamulenge ne sont pas des Congolais, on donnerait la chance aux Banyamulenge d'avoir une portion de terre en urgence. Donc les discours de haine là, les discours de haine, pour montrer qu'il y a une menace de génocide contre les peuples, contre les Banyamulenge, c'est un discours anti-Congo, anti-congolais. Donc, la Constitution de la République a défini qui sont Congolais, même d'origine d'ailleurs, par rapport à cette définition-là. Ce n'est pas Félix Tshisekedi, n'était même pas là. Donc les Banyamulenge sont bien Congolais. Les Banyamulenge sont des Congolais au regard de la définition de la Constitution. Si les Banyamulenge n'étaient pas Congolais, pourquoi tous les Congolais avaient accepté que Roubero soit vice-président de la République? Pourquoi tous les Congolais ont accepté que les généraux Bissengima soient numéro 1 de notre police? Pourquoi tous les Congolais ont accepté que non, M. Rugiza soit le numéro 1? Jamais été élu, hein. Je ne parle pas des élections. Je ne parle pas des élections. Moi, j'ai pas d'objectivité. Tu sais, la vérité, on ne l'aide pas. Je ne suis pas venu défendre ici Roubero ou les autres. Je ne suis d'ailleurs, je n'ai pas parlé des hommes. Je me reste ici. Ce qu'il faudra noter ici, que comme signateur de l'accord global et inclusif, comme participant au dialogue intercongolais dont Christian Lusakun a été là, tous les Congolais qui ont participé au dialogue intercongolais ont accepté à travers une résolution qui figure dans la Constitution. C'est la même chose que la gratuité de l'éducation, Élisée Odia. La gratuité de l'éducation, c'est une résolution du dialogue intercongolais que nous avons mis dans la Constitution. On aura bien compris que les Banyamulenge sont bien des Congolais et que je n'étais pas signataire de l'accord de Sun City. Vous n'avez pas été signataire, mais vous avez été journaliste. Et j'ai couvert ça. Et vous avez couvert ça et vous êtes témoin que cette résolution a été comme telle. Je confirme. Parmi les autres grands dossiers, il y a la dissolution du Parlement, il y a la haute trahison, ça c'est l'actualité. Il y a surtout l'alternance. Alors, cette alternance, tout découle de cette alternance et de la coalition FCC-Cash. On peut mettre tout cela en un seul point. Comment est-ce que vous jugez ces derniers développements où l'on parle de dissolution, où le président parle de dissolution du Parlement, la présidente de l'Assemblée lui rappelle la Constitution et notamment l'effet de haute trahison. Je ne veux pas qu'on parle des hommes, je veux qu'on parle des principes. Sur le principe, est-ce que le débat démocratique est juste à ce sujet, à ces sujets? Non, les débats démocratiques n'est pas juste. En fait, ça, il faut faire référence au droit parlementaire. Au droit parlementaire, quand je vois la déclaration du président de la République, les comportements de la présidente de l'Assemblée nationale, depuis un certain temps,
elle se comporte comme l'opposante au président de la République. Sur le plan droit parlementaire, la dame, l'honorable présidente de l'Assemblée nationale... Vous parlez des hommes, là, hein? Non, On est au niveau des principes. Au niveau des principes. Oui. Alors, l'Assemblée nationale, le fait qu'il y ait un débat au Parlement contre les ordonnances du président, d'une manière illégale, et on a outragé le président, on a insulté le président. C'est le premier acte négatif. Deuxième acte négatif, lorsque le président de la République donne des décisions ou des informations s'adressent au peuple congolais, le Parlement n'a pas le pouvoir de donner des leçons morales au président ou de recadrer le président ou de qualifier les actes du président de haute trahison. C'est dépasser la ligne rouge. Parce qu'en fait, le pouvoir que chaque institution a, c'est un pouvoir d'attribution circonscrit dans la Constitution. D'ailleurs, au niveau de droit congolais, quand tu vois un peu le droit parlementaire, la dissolution du Parlement ou de l'Assemblée nationale, qui est le juge de la constatation de la crise persistante pour qu'il y ait dissolution? Le président de la République. Là, je vous donne l'esprit d'un co-rédacteur de la Constitution. Quand nous avons rédigé la Constitution, quel a été le débat sur chaque article? Dans ces cas de figure, c'est le président de la République qui est le juge de la crise persistante. Parce qu'en fait, nous n'avons pas défini, Christian, dans la Constitution, on n'a pas donné la définition constitutionnelle de la crise persistante. Et lorsqu'on s'attaque au chef de l'État, au président de la République, nous avons protégé l'animateur de l'institution président de la République et la fonction, à tel point que nous avons dit la personne du chef de l'État est inviolable. Et tout propos outrageant au président de la République sont érigés en infraction d'outrage au chef de l'État. Ça, c'est la protection là-bas. Mais la dissolution ici, le président qui constate, s'il constate qu'il y a crise persistante, il est laissé le juge. Il n'y a personne pour apprécier, surtout à l'absence d'une définition constitutionnelle. Et nous avons encore rédigé que le président de la République est le garant du bon fonctionnement des institutions. Pas seulement qu'il est le garant du bon fonctionnement des institutions, c'est-à-dire qu'à cette qualité-là, il est le régulateur des institutions. Éric Ambago, Top Congo FM. Franck Diongo, donc là-dessus, c'est à tort, soit par ignorance, soit par mauvaise foi, soit par immaturité ou par inexpérience qu'on peut s'attaquer aux propos du président. On comprend que qu'on peut qualifier, en fait, que le Parlement puisse qualifier, ou les animateurs du Parlement puissent qualifier les actes du président de haute trahison. Franck Diongo, on comprend qu'aujourd'hui vous parlez comme chercheur. Alors, ma question, c'est est-ce que vous soutenez aujourd'hui la dissolution de l'Assemblée nationale? Oui. Je soutiens la dissolution. Pour quelle raison? Pourquoi il faut soutenir la dissolution de l'Assemblée nationale? Aujourd'hui, comme je vous avais dit, que dans la crise persistante, il n'y a plus de définition constitutionnelle. Mais il y a ce qu'on appelle la crise d'ingouvernabilité. Dans la nature de la crise, vous avez la crise d'ingouvernabilité. Entre le président et non, l'Assemblée, la crise d'ingouvernabilité, la crise d'ingouvernabilité, c'est-à-dire le pays s'arrête ou le pays a des difficultés pour être gouverné suite aux entraves des actes des uns face aux autres. Le pays n'est pas gouverné? Je dis les entraves de la gouvernabilité sur la gouvernabilité. Quand vous prenez les ordonnances du président, je vous donne un exemple. Vous prenez les ordonnances du président de la République, pendant 6 mois, sont entravées pour être exécutées. C'est lorsque nous, on a rédigé la Constitution. Lorsque nous avons défini que la crise entre le gouvernement, la crise persistante entre le gouvernement et l'Assemblée nationale. La volonté de législateur, ce n'est pas le gouvernement au sens restreint du Premier ministre et de ses ministres. C'est l'exécutif. Parce qu'en fait, quand nous on a rédigé la Constitution, le gouvernement qu'il faut comprendre ici, c'est le gouvernement élargi. C'est l'exécutif, y compris le président et les actes du président. C'est là que l'Assemblée a fait la honte par rapport au droit parlementaire, ou chercher sur le droit parlementaire. Parce qu'ici,
Les actes du président de la République, quand on a conçu la Constitution, quand on a rédigé cette Constitution, le président de la République est le chef de l'État. Mais par rapport à l'exécutif, c'est lui le chef de l'exécutif. C'est lui qui convoque et qui préside le conseil de ministres pour que le premier ministre, qui est le chef du gouvernement, préside le conseil des ministres. Il ne faut pas délégation du pouvoir du président de la République. Ramener tel que j'ai attendu. Mais certains disent que c'est le chef du gouvernement qui doit être en crise avec l'Assemblée et dire au président de la République que voilà, je n'ai plus la confiance de l'Assemblée et donc, Monsieur le Président, veuillez dissoudre l'Assemblée. C'est le Premier ministre qui est chef du gouvernement. Cette lecture erronée n'est pas du bon et du vrai droit. Ce n'est pas ça. Il n'y a aucun article qui peut vous dire ça. L'arbitre qui a les juges qui a la capacité d'apprécier la crise persistante, c'est le président à l'absence d'une définition constitutionnelle. Donc il n'est plus irresponsable devant le Parlement. À entendre votre façon de dire, il n'est plus irresponsable devant le Parlement, devant l'Assemblée nationale. Pardon ? Il n'est plus irresponsable. Non, le président de la République. Le président de la République ne répond devant personne. Je reviens. Quand on a rédigé la Constitution, nous avons dit ceci. 1. Le président de la République est le chef de l'État. Il ne répond, il est politiquement irresponsable. Il ne répond devant personne sur le plan politique. OK. De 2. Les conseils de ministres, c'est le président de la République qui convoque et qui préside. Il faut voir ici, le président de la République, quand vous voyez la séparation du pouvoir, je simplifie un peu. Je simplifie. Au niveau des 3 pouvoirs, vous avez le pouvoir judiciaire, le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif. Le chef du pouvoir exécutif, c'est le président de la République dans les régimes semi-présidentiels que nous on a rédigés ici. Alors, M. Fong Diongo, donc, parce que le président de la République est le chef de l'exécutif, quand on voit le gouvernement au sens large, il peut donc dissoudre de plein droit l'Assemblée nationale. Mais est-ce que vous vous avez évalué les conséquences d'une dissolution de l'Assemblée nationale? Vous êtes parlementaire, vous êtes ancien député. Est-ce que vous avez évalué les conséquences de la dissolution de l'Assemblée nationale? Non, avant d'arriver sur les conséquences. Allons-y maintenant, oui, parce que vous avez expliqué. Sur les conséquences. Vous avez planté le décor. Ok, mais je dis, allons-y. Avant d'arriver sur les conséquences, est-ce que le président a le pouvoir d'apprécier? Oui, il est laissé l'apprécier. 2. Est-ce qu'il a des conditions qui vont l'empêcher de dissoudre? Il n'y a aucune condition qui peut l'empêcher de dissoudre. Alors, est-ce que son ordonnance peut être attaquée en justice? Non. L'ordonnance de dissolution ne peut pas être attaquée. Tel qu'on a rédigé la constitution, je vais vous lancer les éléments où les gens vont mettre des confusions. Okay. Est-ce que l'ordonnance du président de la République? Je mets à défi tous les savants en droit constitutionnel, en droit parlementaire. Est-ce que l'ordonnance de dissolution du président peut être attaquée en justice? Non. C'est un acte de gouvernement. Ça ne peut jamais être attaqué. Est-ce que vous évaluez l'application ou vous évaluez donc les conséquences de cette dissolution? Vous évaluez? Mais il n'y a pas de conséquences. Parce qu'en fait, la dissolution, c'est l'interruption de mandat de l'Assemblée nationale. Donc, le Parlement, l'Assemblée est morte. Et donc, le pays s'arrête aussi. Il n'y aura aucune action contre le président parce qu'il a dissous le Parlement. Il n'y a pas d'action. J'ai compris même les gens qui ont amené un débat sur les contre-instants du Premier ministre. Ils ont même créé la confusion dans l'opinion. Sur les contre-instants du Premier ministre. Lorsque le président de la République, dans la procédure, là, comme rédacteur de la Constitution, nous avons demandé, lorsqu'on a rédigé, le président de la République peut consulter le président de l'Assemblée, le président du Sénat et le Premier ministre. À quoi consiste cette consultation? Quelle est la valeur juridique de cette constitution? Quelle est la portée politique de cette consultation? C'est tout simplement des informations. Ça ne marche pas, monsieur le Premier ministre. Pourquoi ça ne marche pas? Monsieur le président de l'Assemblée, pourquoi vous n'avez pas senti que ça ne marche pas? Donc, le président n'est pas... C'est comme un avis du ministère public en justice. Quand le ministère public peut dire « Je condamne à 20 ans », les juges acquittent. Donc le président n'est pas tenu, que le Premier ministre accepte ou n'accepte pas. D'ailleurs, le Premier ministre est tenu à contresigner
l'ordonnance du président. Prenons dans les cas de figure où les premiers ministres ne contresignent pas. On ne va pas pouvoir se permettre la multiplication des exemples. Thierry Kamboudi, Top Congo FM. Oui, donc, monsieur Diongo, il n'y a pas de conséquences. Au contraire, si on voit que c'est bloqué, ça va débloquer le pays. Il n'y aura rien et le président, l'Assemblée nationale n'a pas la qualité d'accuser le président de trahison. Ce ne sont pas dans les droits américains où la décision du président est liée et initiée par le Parlement. Monsieur Franck Diongo, donc c'est une menace fictive. Éric Ambago parlait plutôt de la conséquence financière, l'organisation des futurs scrutins. Thierry Kamboudi. Monsieur Franck Diongo, je suis content de vous entendre affirmer, confirmer et répéter que vous êtes co-rédacteur de la Constitution. Alors je vous ramène à l'article 148 de cette même Constitution qui dit, je cite, « En cas de crise persistante entre le gouvernement et l'Assemblée nationale, le président de la République peut, après consultation du Premier ministre et d'autres chefs des institutions, dissoudre l'Assemblée nationale. » Alors, si vous ne voulez pas définir la crise, fin de citation, si vous ne voulez pas définir crise persistante que vous laissez à la discrétion du chef de l'État, quels sont les éléments, selon vous, chercheurs, hommes politiques, de cette fameuse crise persistante au stade actuel qui peuvent pousser le chef de l'État à dissoudre la Constitution, l'Assemblée nationale? D'abord, je vous ai dit au préalable que sur le plan de la Constitution, nous n'avons pas donné une définition constitutionnelle. De crise persistante. De crise. Mais c'est ça que je t'ai dit. 140, donnez-moi des éléments. Vous êtes acteur politique. Quels sont les éléments aujourd'hui de cette crise persistante dont on parle entre l'Assemblée nationale et le gouvernement qui peuvent pousser le chef de l'État à dissoudre l'Assemblée nationale? Est-ce que vous pouvez me laisser un petit temps? Oui. Pour me donner ces éléments? Oui. Alors, je vous ai dit ceci. Ne sont pas mathématiques A ou B. Il faut motiver, monsieur. 1. Je vous ai dit que vous ne trouverez pas dans toute la Constitution, là je vous parle comme un co-rédacteur, nous n'avons pas donné la définition de la crise persistante. Il n'y a pas un sens constitutionnel. Ça c'est 1. 2. Qui peut donner le sens pour trancher? Il n'y a que le président. Son intime conviction, sa conscience et son pouvoir discrétionnaire. Ça, il faut que ça soit clair. Donc il n'y a personne qui peut apprécier s'il y a crise ou pas, à part le président. Il n'y a personne qui a même un point de vue à donner où le président est tenu ou est lié. Il n'y a personne. Ça doit être attendu que c'est clair. Ça, c'est deuxième chose de clarification. 3. À ce stade, d'une manière des autres personnes, des chercheurs, les politologues, les juristes, ainsi de suite, chacun peut donner son appréciation qui n'engage pas le président. Mon appréciation n'engage pas le président, mais je peux donner mon appréciation personnelle. 1. Pour vous, il y a crise entre l'Assemblée nationale et le gouvernement? Mais il y a crise déjà, nous sommes en crise. Le fait que le président de l'Assemblée nationale s'attaque au président par 2 fois, le fait que les actes du président sont entravés, le fait que la coalition ne marche pas. Monsieur Diongo, vous êtes un homme politique. Vous dites que les actes du président sont entravés, les ordonnances ne s'appliquent pas. Mais qui n'applique pas les ordonnances? Est-ce que c'est du fait de l'Assemblée nationale que les ordonnances ne sont pas appliquées? Voilà. Vous savez, pourquoi on doit consulter les trois structures, l'Assemblée, le Sénat et le gouvernement? Parce que lorsque, par exemple, les actes du gouvernement, l'ordonnance du président, qui est un acte du gouvernement, le président signe une ordonnance, ça doit être appliqué par les ministres, on est toujours dans l'exécutif. Hein. Mais l'exécutif est bicéphale, mais toi aussi. Je crois que tu ne fournis pas les efforts pour ne pas comprendre, j'espère. J'espère que... bicéphale, le législatif est bicéphale. Mais non, nous avons un chef du gouvernement et un chef de l'exécutif. Oui, mais tous deux sont dans le président de la République, il faut qu'on comprenne. Comme exécutif national, le président de l'exécutif, celui qui convoque et qui préside le Conseil des ministres, c'est le président de la République. L'Assemblée nationale n'avait pas une plénière particulièrement pour parler, où l'ordre du jour était les ordonnances du président de la République. En quoi y a-t-il crise persistante entre le gouvernement et l'Assemblée nationale? On ne pouvait même pas, Christian, inscrire à l'ordre du jour une question même incidentielle pour s'attaquer aux ordonnances du président. C'est dépasser la ligne rouge. Ça, c'est un chercheur sur les droits parlementaires qui vous dit. Même le fait d'incorporer seulement Éric Ambago, un point tout simplement, ce n'est pas juste.
C'est inconstitutionnel même. C'est apolitique. C'est même de l'acharnement contre le président. Le fait d'inscrire. Vous devez affirmer qu'il y a eu des débats où on a outragé le président d'une manière. Et quels sont les prérequis? Quel article donne à l'Assemblée nationale d'inscrire un point sur les actes du président? Nous avons rédigé, il n'y a pas cet article-là. Ça, c'est l'excès du pouvoir. Il ne faut pas défendre ce qui est indéfendable, même si on a des submissions. Donc aujourd'hui, ce sujet suffit selon vous à ce que le président... je continue. Quelle est la responsabilité de l'Assemblée dans la non-exécution des honneurs du président? C'est ça la question claire. Est-ce que cela est un élément de la crise? Je suis prêt à vous répondre, Christian. Quel est le problème en fait? Je vous ai dit que dans la nature des différentes crises, il y a ce qu'on appelle la crise d'ingouvernabilité. Le pays s'arrête, la vision du président de la République ne sait pas être appliquée à travers leurs institutions ou les structures du pays. Dans cet angle-là, l'Assemblée nationale, qui a le mandat de contrôler le Parlement, devait convoquer les ministres pour sanctionner les ministres indélicats. Mais la même Assemblée nationale, qui est censée contrôler le Parlement, les ministres et sanctionner pour que les actes du président soient appliqués, n'ont rien fait. Par contre, ils ont organisé des séances d'outrage au chef de l'État. Et pas seulement ça, on fait brandir la menace de destituer le président s'il dissout le Parlement. Mais ces éléments-là vous démontrent déjà, par rapport au gouvernement élargi aux actes du président, d'une part, et d'autre part, les comportements indélicats et indifférents de l'Assemblée nationale, les éléments du conflit sont là. En défaut d'une définition constitutionnelle, vous avez la doctrine, c'est-à-dire considérons la crise comme les conflits. C'est clair. Par rapport à la durée, pour dire c'est persistant comment? Nous, comme rédacteurs de la Constitution, Christian, Élisée Odia, nous n'avons pas défini le nombre de jours. Est-ce que pendant une semaine? Est-ce que c'est persistant si ça fait un mois? Est-ce que c'est persistant si ça fait 3 semaines? Nous avons plus de 6 mois déjà. À quel moment on dira que la crise est persistante? Il n'y a pas de définition juste. Chacun peut apprécier et le président a le pouvoir d'apprécier. D'ailleurs, le président n'a même pas dit que je dissous. Il a émis même au conditionnel. Pourquoi s'attaquer au président qui a dit au conditionnel, on dépasse la ligne rouge, on manque du respect, on outrage le président. Et on peut venir ici pour défendre cet outrage contre le président de la République. Est-ce que tout ce qui se dit, je ne parle pas des ordonnances du président, mais je parle, et c'était là le début de ma question, avant qu'on fasse le tour de la table, ne participe-t-il pas du débat démocratique? Quand le président dit que si on l'empêche de gouverner, il pourrait user de son droit constitutionnel, et que la présidente de l'Assemblée rappelle la Constitution et souligne aussi qu'il y a les cas de haute trahison. Est-ce que tout cela, c'est pas plutôt comme cela se passe en France, aux États-Unis, de l'exercice démocratique? Non, c'est une honte en fait. Je ne parle pas des ordonnances, je parle que des derniers développements. J'ai dit cette sortie médiatique est une honte. Et pour la personne, et pour sa famille politique, et c'est pour l'institution, et par rapport au Parlement du monde. Tu sais, Christian, est-ce que vous savez, Christian, que nous, qu'on a rédigé la Constitution, le président, l'Assemblée nationale, l'animateur de l'Assemblée nationale a les droits de réserve et de retenue par rapport à l'institution dont il est le chef de corps. Ce sont des ABC pour ceux qui connaissent les droits parlementaires. Président de l'Assemblée ne peut pas donner une leçon de morale ou qualifier les actes du président. Ça, c'est la ligne rouge, c'est excès de zèle. C'est vraiment outrager le président, c'est un manque de respect. Ça confirme les conflits. Madame, ça, c'est un. Les actes de haute trahison, s'il vous plaît, les actes de haute trahison, est-ce que l'Assemblée nationale a qualité, a les prérogatives constitutionnelles de qualifier les actes du président? Non! Il n'a pas même cette qualité de qualifier les actes de haute trahison. Quand est-ce qu'on qualifie les actes du président de haute trahison? Quelle est la procédure? Posez-nous la question, on va vous la dire, telle qu'on a rédigé la Constitution, telle que c'est dit dans les droits parlementaires. Donc, il n'a ni qualité, l'Assemblée ne constate pas la situation de haute trahison. Il brandit la menace, vous dissolvez l'Assemblée nationale, nous on vous accuse de haute trahison. Mais la dissolution, c'est la mort de l'Assemblée, vous allez vous réunir comment? Ce sont des choses que les gens ne connaissent pas. C'est l'interruption du mandat. Vous avez perdu la qualité des députés. C'est comme un avorton. Mais attention, hein, les députés restent en fonction. Voilà une autre. Non, Christian, je vous parle.
Tu sais, les gens confondent un peu les droits constitutionnels et les droits parlementaires. Lorsqu'on dissout le Parlement, l'Assemblée, le Parlement est mort. Il n'y a plus de gens qui peuvent siéger. Ce n'est pas que ici, comme si on constate la fin des mandats par décès, par démission, par ceci. Ici, il y a l'interruption du mandat. Dans l'interruption du mandat, la qualité des députés est perdue. Il n'y a pas de réunion. On va tout simplement aux élections dans les délais constitutionnels. Il y a des gens qui mettent beaucoup de confusion et dans l'opinion, les parlements. Mais une assemblée dissoute va se réunir comment? Quelle est la validité juridique des actes posés par un parlement dissous? Il faut être vraiment fanatique pour donner un tel argument, quel que soit son niveau scientifique. En fait, ça s'appelle une lecture erronée du droit. Ça s'appelle une lecture tendancieuse et politique. Ils ne resteront pas en fonction parce qu'ils sont morts. L'article 103 de la Constitution dit ceci. Le mandat de député national commence à la validation des pouvoirs par l'Assemblée nationale et expire à l'installation de la nouvelle Assemblée. Quand nous avons rédigé cette Constitution, quel est l'attendement? Lorsque le mandat commence et qu'il est à la fin, on est à la fin du mandat, avant que ce Parlement ne reprenne, il faut un mandat élu. Mais est-ce qu'on a terminé les mandats? Les mandats, nous sommes dans le cas d'interruption des mandats. Au nom de la continuité de l'État et de l'Assemblée nationale, c'est juste une question. Quand le président dissout le Parlement, la CENI a 60 jours pour convoquer de nouvelles élections. Si dans les 60 jours, la CENI n'a pas... Et tant que les nouveaux députés ne sont pas installés, ceux qui étaient là auparavant le sont toujours. Ils ne resteront pas, ça c'est une lecture erronée, ils ne resteront pas, l'Assemblée n'existe plus, il ne peut poser aucun acte juridique valable. Élisée Odia, Congo Web Télévision. Il ne pèserait aucun acte juridique valable, donc l'Assemblée est décédée, le mandat est interrompu, il n'y aura même pas de réunion. Comment une Assemblée va se réunir? Élisée Odia. Au bout de 60 jours, comme vient de le dire Christian Sakweno, on est à même d'organiser les élections selon les termes constitutionnels. Au bout de 60 jours, si on arrivait à dissoudre, parce que vous êtes pour la dissolution, la RDC aujourd'hui est prête à organiser d'autres élections pour remplacer les députés au bout de 60 jours, comme le prévoit la Constitution. Mais ça m'étonne que vous pensez que le Congo, par rapport à l'ingouvernabilité du pays, ne peut pas se sacrifier pour donner à la République un Parlement issu des élections. Avec quelle CENI? Non, c'est pas si... Est-ce que nous parlons la même logique? Ici, mon problème, je ne suis pas dans les affaires. La question de la CENI, c'est pas la question... Vous soutenez une hypothèse, voilà pourquoi on est... C'est ce que je t'ai dit, c'est ce que je t'ai dit. Aujourd'hui, là, s'il y a dissolution de l'Assemblée nationale, mais il y aura organisation d'une élection. Par la même structure qui a eu organisé les anciennes élections. Vous savez que moi, je n'ai pas participé aux élections parce que je n'avais pas foi à la CENI. Quelle est la structure pour vous qui, au bout de 60 jours, s'il y a des élections, s'il y a dissolution aujourd'hui, sera à même d'organiser les élections? Si le président de la République arrive à dissoudre, le juge va dissoudre invitement, Franck Diongo, on a dissous le Parlement, quelle est votre proposition par rapport, quelle est la structure qui peut organiser les élections? Posez-moi cette question, parce que nous ne sommes pas dans cette hypothèse. Mais pourtant, vous êtes pour cette hypothèse-là. Nous ne sommes pas dans l'hypothèse où... Nous sommes dans les hypothèses. C'est pas le président qui a dissous. Vous êtes pour cette hypothèse? Si on dissout aujourd'hui, convoquez-moi demain, mais avec quelle CENI? Parce que l'actuelle CENI n'est pas crédible. Ok, l'actuelle CENI, elle n'est pas... Est-ce que par rapport à la configuration... Il faut renouveler les animateurs ou d'autres structures pour organiser les élections. Il y a, quand vous sortiez de la prison, vous avez prôné une sorte de dialogue. Parce que déjà, à l'époque, vous ne croyiez pas à la coalition FCC-CACH. Mais jusqu'à maintenant, je ne crois pas. Est-ce que vous pensez que c'est la voie royale pour essayer de résoudre tout ce problème qui se pose actuellement? Le dialogue, aujourd'hui avec l'histoire qui me donne raison, parce que je vous avais toujours dit qu'on ne peut pas faire un mariage entre la démocratie et la dictature. Vous, Élisée Odia, je vous ai dit plus de 4 fois, je répète, j'ai prophétisé que c'est un mariage en apparence qui est porteur de germes, de clashs et de conflits.
Et ça, vous pouvez l'affirmer ici. Depuis le mois d'avril, j'ai dit à Maman Élisée Odia. Donc je ne crois pas à ça. Tout ce qui arrive ici donne raison à Franck. Mais vous suggérez à l'époque un dialogue. Est-ce que le cas aujourd'hui? À ce temps-là, on aurait dû introduire les facteurs correctifs pour recadrer. Aujourd'hui, que la crise est visible, le malentendu est là, les attaques, on brûle la photo du président de la République, on brûle la photo de M. Kabila, les gens du PPRD s'attaquent, même physiquement, aux gens de l'UDPS, les gens de l'UDPS s'attaquent. Alors, quand vous voyez le secrétaire général de l'autre côté, on sent qu'il y a mésattente d'un mariage qui ne tient pas. Donc le dialogue n'a plus sa raison d'être. Aujourd'hui, là, la logique, c'est aller aux élections anticipées, pas la dissolution de l'Assemblée nationale. C'est plus le dialogue. Merci Élisée Odia, Congo Web Télévision. Merci Thierry Kamboudi, Eric Ambago de Top Congo FM d'avoir participé à cette émission très mouvementée. Monsieur Franck Diongo, aujourd'hui, c'est clair, vous l'avez dit de toute manière d'entrée, vous soutenez l'action du président Tshisekedi, mais vous êtes contre la coalition FCC Cash. Exact. Jusqu'à quand soutiendrez-vous le président? En fait, le soutien ici, c'est... tu sais, moi, je suis le disciple de Tshisekedi le Père. C'est mon maître en politique. Papa, tu nous as laissé un testament, le peuple d'abord. Aussi longtemps que le président Tshisekedi va défendre le peuple d'abord, c'est l'intérêt du peuple congolais, il aura l'appui de la totalité ou la majorité des Congolais. Mais certains dans ce peuple ne veulent pas de la coalition, dont vous, FCC Cash. Exactement. S'il persiste dans cette coalition, vous le soutiendrez jusque quand? Aujourd'hui, la volonté du peuple congolais, Christian de Sakuino, c'est obtenir la rupture FCC Cash. Vous le soutiendrez jusque quand? S'il ne va pas cette rupture? Mais c'est ce que je vous dis. Si aujourd'hui il y a dissolution du Parlement, il n'y aura plus. Si aujourd'hui il n'y a pas dissolution du Parlement et que le président Tshisekedi, sachant ou n'étant pas peut-être, ne voulant pas prendre le risque, parce qu'il y a aussi ça, d'une nouvelle élection qui soit consoliderait la position du FCC, soit consoliderait une autre force que la sienne. Parce que le président, lui, il veut dissoudre. En règle générale, on dissout le Parlement, pas forcément pour la crise persistante, c'est pour aussi avoir sa majorité. Si jamais il n'y a pas de dissolution, vous le soutenez jusque quand? Sur le plan des principes, notez 1, je ne crois pas que Félix Tshisekedi est président parce qu'il a fait un accord avec les gens des FCC. Non, c'est pas ce que j'ai dit non plus. Je comprends. Je ne le crois pas non plus. Alors, pas ce que il y a un problème de son destin. Il ne va pas lier son destin, les destins du Congo à un accord. Donc, je crois que le président Tshisekedi va défendre l'intérêt du peuple d'abord. Alors, nous allons évaluer après un délai d'évaluation. Et posez-moi la question. Quel délai? De combien de temps? Une semaine? Un mois? En tout cas, d'ici 3 mois maximum. Si au mois de juin, le Parlement n'est pas dissous? Non, je ne dis pas que d'ici 3 mois, le Parlement doit être dissous. Je ne dis pas d'ici 3 mois, si le président va quitter l'Alliance. Je vous dis, d'ici 3 à 6 mois, on va évaluer, parce que c'est une année d'action. Si les actions du président s'inscrivent dans sa nouvelle ligne, qui est vraiment une ligne qui va dans l'intérêt du peuple congolais, et je crois que dans cette ligne, c'est la ligne où tous les peuples congolais sont en train de les soutenir. Avec ou sans coalition avec le FCC? Oui. Donc vous serez prêt, si jamais les choses changent, à soutenir cette coalition avec le FCC? Je n'accepte pas la coalition. J'ai dit bien, je soutiens les actes qui s'inscrivent dans la politique du peuple d'abord. C'est-à-dire que tous les actes, même maintenant qu'il est en train d'agir là, tous les actes qui ne s'inscrivent pas dans les actes Je vous donne un exemple. Lorsqu'il y a eu la disparition de 15 millions, moi j'ai fait la marche contre les 15 millions. Donc maintenant ou demain, tous les actes, moi je combats la corruption. Le président n'a pas encore posé les actes contre la corruption. Moi je combats l'impunité, je vous ai dit le cas de l'Est. Le président n'a pas encore posé des actes qui combattent l'impunité. Je suis parmi ceux qui pensent que tous les généraux sanctionnés par les Nations Unies,
par l'Union européenne doivent être sanctionnés. Le président n'a pas encore posé des actes là-dessus. Moi, je suis des gens qui pensent que non, il faut les réformer de la justice, en commençant par les animateurs de la Cour constitutionnelle. Le président n'a pas encore posé ses actes. Je suis parmi les gens qui pensent qu'il faut réformer la CENI, une nouvelle politique, une nouvelle philosophie, et la CENI, il n'a pas encore fait. Nous donnons un délai de grâce encore parce qu'il s'inscrit dans la bonne voie. On verra, rendez-vous pris dans 3 mois donc. Merci à vous. 3 à 6 mois, une fourchette de 3 à 6 mois. 6 mois. Voilà. 3 à 6 mois. Merci à vous d'avoir été avec nous. Merci à Patrick Mungongo et Didi Binsika pour la réalisation de la version télévision de cette émission. Merci à Miguel Mena qui en a assuré le côté technique. Prochain rendez-vous avec l'émission Top Presse la semaine prochaine. L'actualité continue sur votre radio et dans vos télévisions. Le Top Presse avec Christian Loussakweno.